manchettes aujourd'hui, nettoyage des berges reporté. Alors bonjour mesdames, messieurs, c'est moi Xavier Lemire qui va faire le bulletin de nouvelles pour aujourd'hui en remplacement de François Robert. Et demain, ça va être ma dernière fois pour cette semaine, alors vous allez revoir M. Robert très bientôt. Aujourd'hui, je vais faire les nouvelles accompagnées de Célina qui va faire une apparition très bientôt. Et on va commencer tout de suite par une nouvelle concernant les berges à l'île du Pas. Donc un nettoyage était prévu à cet effet, mais l'événement fut malheureusement annulé étant donné des conditions météo plus qu'incertaines en ces temps orageux. Mais nous sommes toutefois entretenus avec un habitant de l'île du Pas participant à ce projet sur la pertinence de cette action communautaire bénéfique pour l'environnement. On l'écoute à l'instant. Alors bonjour tout le monde, donc on est avec M. Coutu aujourd'hui. Donc c'était supposé être aujourd'hui le nettoyage des berges, mais malheureusement il y a eu un imprévu. Ouais. Est-ce que vous pourriez m'expliquer l'objectif de ce nettoyage? En fait, l'idée vient de M. Jean-Pierre Gagnon de l'organisme des bassins versants de la rivière Bayonne. Lui, M. Gagnon, est un expert pour le nettoyage il a une bonne expertise pour le nettoyage des berges. Puis je sais qu'il y a déjà expérimenté, je pense avec un groupe de Saint-Barthélemy, un nettoyage des berges. Là, notre mairesse, Mme Marie-Pierre Robuchon, a été au courant, puis elle m'a proposé, parce que je travaille pour la municipalité en tant que directeur général adjoint, elle m'a proposé de faire un nettoyage des berges, parce que l'an passé, on en a fait un ici. Ça a été fait à l'automne. Alors, à l'aide du bateau penseur, moi, je trouvais l'idée géniale. Je me suis dit, c'est comme nouveau comme procédé, tout ça. Puis, M. Gagnon, bien, il a toute l'expertise. Donc, en équipe de 8, à l'aide du bateau passeur, bien, on navigue le long des berges, puis aux endroits où on voit des déchets, bien, je pense que c'est là qu'on les recueille. Okay. Ouais. Niveau déchets, qu'est-ce que vous attendez à trouver? Bien, c'est sûr qu'il y a des pneus. Ça, on en trouve souvent des pneus, des vieilles planches, du plastique, malheureusement. On est surpris des fois parce que, à cause des crues du printemps, il y a des choses qui se retrouvent sur le long des berges qu'on ne peut pas imaginer, comme des meubles, toutes sortes de choses. Donc, bon, on fait un bon nettoyage, ça fait du bien pour notre environnement. Pourquoi vous avez choisi les berges de l'île du Pas? Bien, parce qu'on est des gens de l'île du Pas. Okay, ouais. Donc, puis on a le bateau penseur ici qui est accosté à l'île du Pas. Donc, ici, on ne peut pas faire autrement qu'un plus un fait deux. Donc, c'est pour ça. Puis on aime beaucoup notre île. On est un comité d'environnement, on a un groupe de comité de l'environnement, puis on veut améliorer l'environnement autour. Donc, c'est ça. Donc, ça fait partie de nos projets, nos petits projets. Okay. Globalement, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Bien, les berges, dans le fond, vous voyez ici, là, c'est comme un endroit de villégiature. C'est le fun quand c'est propre, c'est le fun quand tu fais du kayak le long des berges, c'est le fun quand tu te promènes en vélo puis que tu vois que c'est propre et que c'est beau. Ça donne le goût de peut-être aller naviguer sur le fleuve puis d'admirer ces beaux paysages-là. Parce qu'imagine un beau paysage comme ça ici, puis tu vois, je sais pas moi, un truc de plastique dans le décor. Ouais. Ça n'a pas rapport. Donc, notre but, c'est de vraiment améliorer notre environnement autour. Ouais. Parfait. J'imagine aussi que ça l'aide justement les organismes vivants qui vivent dans le fleuve. Exactement, c'est de la pollution, hein? Ouais. Parce qu'on sait que le plastique, c'est quelque chose, c'est une matière qui se décompose lentement. Puis bon, ça peut des produits qui peuvent être nocifs pour les poissons ou le reste de l'écosystème, en fait. D'accord. Ouais. Bon, bien, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Puis écoutez, lors de notre prochaine corvée, bien, on vous invite si vous voulez venir. Vous voulez peut-être nous accompagner là, au départ, puis de voir qu'est-ce qu'on va recueillir à la fin, puis comment ça se passe aussi. Puis il y a aussi M. Gagnon, là, que ça serait intéressant que vous l'interviewez, puis les bénévoles qui vont être là. Ça va être une belle petite activité, je pense. Ah ben parfait, ça va nous faire plaisir de venir voir ça. Merci beaucoup à vous, puis bon, désolé de vous faire déplacer ce matin parce que l'activité est reportée. Le mauvais temps, on a peur à l'orage. OK, ouais, donc, on ne prendra pas de chance, là. Il annonce des risques tout après-midi. Les 2 dernières, surtout cette semaine, c'était un peu le problématique. Alors, c'est ça. Merci à vous. Merci. Bonne journée. On sait que ces temps-ci, on jongle avec des périodes ensoleillées, mais aussi des périodes orageuses. Et pour les moments un peu plus ensoleillés, eh bien, on vous propose des petites recettes sur le balcon. Et aujourd'hui, on vous présente un dessert, donc les fameux s'mores avec des guimauves et du chocolat. Et on vous présente à l'instant un extrait que Daniel a filmé. Qu'est-ce qu'on mange sur le balcon?
Bonjour, mesdames et messieurs. Nous revoilà à notre petite recette d'été et qui se nomme Qu'est-ce qu'on mange sur le balcon? Et cette fois-ci, ça va être des desserts, mais des desserts assez succulents, merci, et faciles à faire, n'est-ce pas? Oui, au barbecue, trois desserts pour vous, super facile. On commence avec les s'mores. Alors, vous prenez un biscuit, là, c'est au raisin, mais ça peut être aux pépites de chocolat. Il y a plein de façons de le faire, de dériver. Alors, laissez-vous inspirer. Et vous mettez une guimauve par-dessus. Une grosse guimauve. Une grosse guimauve. Soyez généreux avec vous-même. Et après, on met le tout dans le barbecue. Alors, on va le faire ça immédiatement. Oui. C'est vraiment, ça prendra pas de temps. Il faut vraiment que vous observiez quand la guimauve va fondre et quand tant qu'elle ne brûle pas, c'est ça le principal. Il faut surveiller. Exact. Et voilà. Ça, je vais le mettre en bas ici. Voilà. Le tour est joué. Ensuite, on passe maintenant aux petits brownies dans les ramequins. Vous achetez un mélange à brownies à l'épicerie, vous suivez la recette, vous mettez le tout dans les ramequins et vous mettez ça au barbecue. Okay. Pas plus compliqué. Donc, les ramequins, c'est des petits plats comme ça, là, pour ceux qui ne le savent pas. Là. Oui. Hein? Mais c'est pas obligé d'être des petits plats pareils comme ça. Hein? Non. Laissez-vous y en vendre vraiment partout. C'est mignon comme tout. Là. Oui, c'est ça. Alors, ça, on va mettre ça en haut ici. Encore une fois, vous regardez un peu pour la cuisson. Là, c'est, On surveille toujours. Et voilà. Et pour terminer, eh bien, on va faire des sandwichs à la crème glacée. Oh, ça, c'est bon. On achète des biscuits à l'épicerie et on met entre deux biscuits de la crème glacée. Oui, c'est facile comme tout. Voilà, Linda, tu prends ça, on peut partager la... Moi, ça va être assez dur, hein? Un peu. Je vais en faire un. Non, je te laisse faire. T'es bonne. Voilà. Et peut-être petit truc, après, pour les conserver, mettez-les dans du papier d'aluminium. Oups. Dans du papier d'aluminium pour pouvoir les mettre après ça au congélateur. Tu sais, ça va aller mieux oui, là, mais pour en même le temps, moment. Il faut quand même que ce soit hermétique pour que ça goûte non oui, plus mais le frigidaire. Oui, exactement. Bon. Peut-être tenter, c'est ça que votre crème glacée, là, c'est quand même pas si pire. Elle est quand même assez molle, donc elle s'étend. C'est peut-être bon de la sortir un petit peu. Ben, hein? Oui, c'est ça. Elle s'étend bien quand même pour... La sortir avant pour avoir de la facilité. C'est pas... c'est ça. Si c'est trop dur, bien là, vous serez pas capable de l'étendre comme il faut. Oui, c'est ça. Puis si le biscuit est assez comme mou comme ça, ce qui est très bon pour une sandwich à la crème glacée, le biscuit soit un peu mou, ça peut casser si votre crème glacée est trop dure. Oups. On peut faire ça aussi avec du lait glacé, hein, j'imagine. Oui, bien oui, c'est un petit peu moins gras. Ben oui. C'est bon pareil. Tout à fait. Et voilà. Et là, bien, il nous reste juste à emballer. Là, on est rendu à l'étape de l'emballage, nos fameux sandwichs à la crème glacée. Alors, rien de plus simple. Là. Vous mettez votre sandwich dans un papier d'aluminium. Peut-être. Vous l'emballez bien, oui. J'étais pour dire peut-être pas trop pressé dessus, histoire que quand on l'ouvre, toute la crème glacée. Mais elle va être au congélateur. Oui, mais. Donc, ça va être gelé. Ah, ouais. Fait que j'imagine que ça. On peut imaginer. On fait des. Oui, c'est ça. Alors là, pendant que tu emballes les petits sandwichs à la crème glacée, peut-être qu'on pourrait regarder si les petits gâteaux, les petits biscuits sont cuits. Ils sont là. prêts. Oui. Voilà. Je vais mettre mon petit gant. C'est surtout le guimauve, là. Ouh, regardez comment c'est beau! Ah, mais là, il faut peut-être attendre qu'il soit plus... C'est pas encore assez doré à mon goût. C'est vrai, c'est vrai. J'attendrai encore un peu. Puis les petits gâteaux, ça va être quand même un petit peu plus long. Là, donc, on attend encore, on referme le tout et il ne nous reste plus qu'à attendre. Soyons patients. Exactement. Et nous avons hâte de goûter, mesdames et messieurs. Merci. Maintenant, on va passer à la situation globale liée au COVID-19. Donc, j'invite ma collègue Célina à vous communiquer quelques informations importantes à ce sujet. Comme on peut constater, ces temps-ci, il n'y a pas eu beaucoup de cas qui a été vraiment très médiatisé. Mais concernant les statistiques de décès, on va commencer par la MRC de Joliette. On remarque que la MRC de Joliette a le plus de décès reliés à la COVID-19. Et pour être précise, le nombre de décès s'élève à 58 décès. Mais le taux de rétablissement pour la plupart des MRC sont relativement hautes. Et dans le fond, ce qu'on peut remarquer, c'est que
plus il y a de contamination, plus il y a de rétablissement à la place des décès, parce que la moyenne d'âge pour mourir du corona se trouve dans les alentours de la cinquantaine à monter. Et on peut constater que, comme je vous ai dit, pour la MRC de Joliette, il y a plus de cas de décès. Mais en seconde position, on peut constater aussi que la MRC de l'Assomption, qui au début de la pandémie n'était pas beaucoup touchée, a commencé à avoir plus de décès reliés au COVID. Rétablissement pour cette MRC-là, on remarque que c'est une des plus grosses MRC qui a le plus de rétablissement présentement. Et pour arriver enfin à la MRC d'Autrey, qui compte vraiment une des plus faibles taux de mortalité de toutes les MRC de la région. Et le nombre de décès s'élève à 30 décès pour un taux de rétablissement de 274. Et pour les cas actifs, que ce soit pour Joliette, les cas actifs sont un peu plus élevés, qui s'élèvent à 37. Et pour, mettons, la MRC d'Autrey, les cas actifs sont juste de 5. On peut constater vraiment, comme j'ai dit, le pourcentage de rétablissement est vraiment à prendre en compte parce qu'on voit qu'à chaque fois, après les 14 jours, le virus commence à diminuer dans le corps des différentes personnes. Alors, comme on s'est dit, sans réseau, sans rendez-vous, vous allez pouvoir aller consulter si vous avez des symptômes et je vous invite également à vous renseigner sur le CI3S de Lanaudière. C'est pas mal ça. Maintenant, je vais repasser la parole à Xavier Lemaire. Peut-être qu'il y a des informations à ajouter concernant ça. Vas-y, Xavier. Alors, moi, je vous invite aussi à faire peut-être, c'est un peu une bonne nouvelle, si on peut dire. Là, si on prend en proportion globale au niveau de la situation du COVID-19, on peut remarquer que 92% des cas dans Lanaudière, soit 4078 personnes, ont été rétablis. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles qui n'aient pas continué dans la maladie ou même dans les décès. Là. Donc, il y a 3% qui sont encore des cas actifs, soit 151 personnes, et l'on compte 212 personnes décédées, soit 5%. Aussi, c'est important de le mentionner que ce n'est pas tout le monde qui va aller faire le test quand ils sont malades, mais c'est vraiment important pour fournir des bonnes statistiques au gouvernement. Et selon ces chiffres, 61% des cas étaient des femmes et 29% des hommes. Donc, on peut remarquer que le groupe des femmes est peut-être plus vulnérable au COVID. Aussi, les groupes d'âge concernés sont surtout des gens de 40 à 59 ans, qui comptent près de 38% du total, sans oublier une quantité importante de cas au niveau des 15 à 29 ans. Ce qui est quand même inquiétant, donc compte tenu que peut-être les gens jeunes veulent sortir rapidement, eh bien on vous conseille de justement rester très prudent et surtout de prendre en compte que les risques de décès concernent surtout les personnes plus âgées, donc restez vigilants. Portez le masque. Gardez vos distances. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au
chapitre des anniversaires pour ce jeudi 30 juillet, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bon anniversaire à Gérard Joinville et à Daniel Baudry. C'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ma collègue Danielle Yvon s'est entretenue avec Miss Conserve, une sympathique dame conseillant la population par diverses conférences, ateliers et très prochainement un livre, afin d'apprendre à la population locale l'apprentissage des vertus de la conserve des aliments à la maison. Ce qui s'avère très pertinent en ces temps de pandémie où l'on peut profiter de ces petites astuces pour économiser et s'occuper durant ces temps libres. On vous montre l'entrevue à l'instant. Bonjour, je suis en compagnie de Sabrina Thériault. Bonjour madame, vous allez bien? Bonjour, ben oui, vous. On vous appelle peut-être plus Miss Conserve. Est-ce que c'est rendu, les gens sur la rue vous abordent de cette façon? On ne m'aborde pas sur la rue encore. Pas encore. Miss Conserve, c'est parce que vous avez un site Internet et vous donnez des ateliers pour les conserves de fruits, de légumes, de ketchup. C'est ça que je comprends qui est votre concept, c'est bien ça? Oui, en fait, j'apprends aux gens à faire des conserves maison. OK. Et d'où vous est venue cette idée de faire ça? Bien, on avait un groupe Facebook, puis je donnais beaucoup de conseils aux gens via Facebook, mais on est quand même limité là, dans ce qu'on peut apporter comme information là, sur un groupe en ligne. Fait que j'ai commencé à faire des ateliers. Au début, je me disais que ça ferait un beau passe-temps pour les week-ends, puis ça n'a pas été long que le téléphone s'est mis à sonner. Donc, c'est rendu votre emploi, c'est rendu votre premier emploi ou… Oui, c'est mon emploi votre que je emploi. fais à 100%, oui. À 100%. Vous faites ça depuis combien de temps? Depuis janvier 2016. Oh, donc c'est une belle aventure qui a commencé, on pourrait dire, avant la pandémie, avant tous les retours aux sources. Avez-vous senti un engouement plus important avec qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de mars, la COVID? Ou… Oui, définitivement. Et c'est assez particulier cette année. Là, l'engouement est exponentiel. C'est plus que jamais vu auparavant. Et quelles sont les demandes? Vous faites vous donnez des ateliers on pourrait dire pas de sous-vide, là, mais de conserve. Mais c'est autant pour les confitures, c'est pour les ketchup, c'est pour je ne sais pas dire des choses de tous les jours. Là, je m'en allais dire des sauces à spaghetti, des choses comme ça. Oui, en fait, l'atelier que je donne, c'est plus spécifiquement axé sur les aliments non acides. Quand on fait des conserves, il faut faire la différence entre les aliments acides et non acides. Dans les aliments acides, c'est sûr que je vais le couvrir un peu dans mon atelier, mais je m'adresse surtout aux aliments non acides, donc les sauces à spag, les soupes, les viandes, les ragoûts, les chilis, ce qui demande l'utilisation d'un autoclave, donc un gros chaudron sous pression. J'essaie de démystifier ça parce que les gens ont souvent eu des mauvaises expériences dans le passé. Oui, c'est ça. On va parler d'un livre que vous lancez. J'imagine, sur les conserves. C'est suite, c'est ça. Et ce livre-là, c'est suite à vos expériences. Ça va parler de quoi, ce livre-là, des conserves? En fait, c'est un livre de recettes qui traite uniquement de recettes de mise en conserve, autant pour les aliments acides que peu acides. C'est ça, c'est un recueil de plusieurs recettes que j'avais, moi, élaborées au fil du temps et des nouveautés aussi là, dans le monde des conserves. Est-ce que c'est votre premier livre? Oui, c'est mon premier livre. Ah, c'est une première expérience. Pas trop stressé d'avoir fait ça ou vous avez… Ça a été beaucoup de travail, surtout vu la pandémie. Là, il y a eu des arrêts, il y a eu des temps creux, il y a eu du rattrapage à faire. Des fois, ça a été un peu plus difficile. Puis c'était une première expérience pour moi aussi. Je connaissais absolument rien dans le monde de l'édition. Fait que j'ai appris beaucoup de choses rapidement. Vous me parlez de recettes dans une autre entrevue. Vous m'avez dit que ce n'était pas votre mère, votre grand-mère qui faisait des conserves. Vous êtes allé chercher glaner où ces recettes-là de conserves? Bien, il y en a plusieurs que c'est moi qui ai carrément créé, inventé. Il y a des choses aussi qui sont comme plus populaires. Exemple, une sauce à spaghetti. On a tout le monde, on a notre recette maison familiale. Même chose pour la salsa, la sauce à pizza. C'est des choses qu'avec le temps, on va chercher, on regarde une recette à gauche, à droite, on prend un peu ce qu'il y a de mieux à travers tout ça, là, puis on s'invente une recette, puis au fil du temps, on la peaufine, on la perfectionne. Fait que c'est ce que j'ai voulu partager là, avec les gens. Quand vous me parliez tantôt de recettes plus acides, on parle de sauce à spaghetti, des choses comme ça. Est-ce que l'acidité est importante pour le faire de la conserve ou ça peut être n'importe quelle sorte de sauce? Bien, le concept d'acidité, le concept de pH est extrêmement important. C'est le concept le plus important quand on fait des conserves parce que c'est toujours ça qui va déterminer le mode de stérilisation qu'on va utiliser.
On peut faire des conserves soit à l'eau bouillante, soit à l'autoclave. C'est toujours le pH de la recette qui va déterminer lequel des deux on doit utiliser. Mais une fois qu'on a déterminé ça, on a beaucoup de liberté. Okay. Moi, la question que j'ai par rapport à ça, est-ce que, justement, si on prend vos recettes, on sait qu'elles sont éprouvées, mais si on les adapte avec les nôtres, donc ça peut être des essais-erreurs, on peut faire quelque chose qu'on va manquer notre coup, là. C'est ça que vous me dites en termes de façon de faire une conserve. Il faut adapter la façon qu'on cuisine quand on fait des conserves parce qu'on va faire un traitement de chaleur, surtout pour les recettes non acides qui s'en vont à l'autoclave. On va faire un traitement de chaleur dans un gros chaudron sous pression à 116 degrés Celsius pendant une pas pire période de temps. Fait que c'est sûr que, par exemple, quelqu'un qui est habitué de faire mijoter une sauce à spag pendant 8 heures, si on prend ça puis qu'on envoie ça dans un autoclave après, ça se peut que ça soit beaucoup trop cuit. OK. On va réduire les temps de cuisson beaucoup, puis on va se fier à l'autoclave pour autant la stérilisation que la cuisson. Fait qu'il faut adapter. Puis en ne faisant pas mijoter pendant 8 heures une sauce à spag, bien, il y a de l'évaporation qui ne se fera pas dans le chaudron. Fait qu'il faut s'adapter au niveau des liquides. Fait que je ne dis pas que votre recette va être un échec total la première fois, mais il faut savoir comment adapter les recettes techniques pour arriver à quelque chose qui va être ce qu'on voulait au départ quand ça va sortir. Quand ça va sortir. Donc, tout le livre de recettes est basé vraiment sur l'utilisation de l'autoclave. C'est ça que je comprends. Et... Pas à 100%. Il y a quand même des recettes qui ne demandent pas d'autoclave, surtout pour les choses à base de fruits, les ketchup, les salsas. Mais pour le reste, oui, c'est des recettes principalement à l'autoclave. Et on pourrait dire qu'en complément, vous offrez des ateliers aussi à travers le Québec, que si on prend votre livre de recettes pour qu'on ne se sent vraiment pas, on pourrait dire sûr où on va avoir un petit peu plus de perfectionnement, il y a possibilité de vous rejoindre en tout temps pour pouvoir aller suivre vos ateliers. Oui. Bon, bien d'accord. Je vous remercie beaucoup, Mme Thériault. Puis, ça me fait plaisir. Dans votre prochain livre, on va vous suivre en librairie partout. Merci. Merci. Et nous passons à notre seconde pause. La COVID-19 peut se transmettre d'une personne à une autre par les gouttelettes qui sont projetées lorsqu'une personne infectée parle, tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent être projetées sur une distance de 2 mètres lorsqu'on ne porte pas le masque ou qu'on le porte mal. Si on porte bien le masque afin de couvrir la bouche et le nez, il retient la majorité des gouttelettes. Ainsi, on diminue les risques de contamination dans les lieux publics comme les épiceries, les transports collectifs et les commerces. Comme ça, on se protège et on protège aussi les autres. Pour les avis de décès aujourd'hui, on parle de M. Paul-Aimé Garceau qui est décédé au CHSLD du Piémont de Saint-Jean-de-Matha le 9 juillet 2020 à l'âge de 82 ans. Il était l'époux d'Yvette Champagne demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Nancy Garceau, Daniel Garceau, époux de Caroline Saint-Louis, ses 4 petits-enfants Mégane, conjointe de Jason, Laurie, Kellyanne et Mathis, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Denise Garceau, feu Régis Fafard, Lucille Garceau, feu Régent Chaillé, André Garceau, époux de Denise Goyette, Annette Garceau, conjointe de Jacques Tarte, Yvon Garceau, feu Mariette Fernet, André Champagne, époux de Lucie Lavallée, Jacques Champagne, époux de Louise Laporte, Suzanne Champagne, feu Denis Robillard et son conjoint Clovis Poulain. Louise Champagne, épouse de Éric Sergerie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le dimanche 2 août dès 14 h au complexe funéraire F. Thériault au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu en la chapelle du complexe à 16 h et M. Garceau sera inhumé au cimetière de Berthierville et nous sollicitons votre collaboration afin de respecter les nouvelles normes sanitaires de la santé publique qui seront mises en place au salon. Comme vous le savez, les services pour certaines personnes décédées au début de la crise du COVID-19 ont débuté.
C'est le cas notamment pour France Sylvestre, décédée au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 8 avril à l'âge de 54 ans. Elle était la fille de Jean-Paul Sylvestre et de Daniel Giroux, demeurant à Saint-Cuthbert et native de Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, ses oncles et ses tantes, Céline Sylvestre et son conjoint Paul Laforêt, Alain Sylvestre et sa conjointe Gisèle Lavallée, sa filleule Chloé Sylvestre ainsi que plusieurs cousins et autres parents et amis. La famille tient à remercier l'Association des aidants naturels et en particulier Karine Rattel pour son soutien envers la famille. La famille accueillera parents et amis le vendredi 24 juillet de 19h à 21h ainsi que samedi 25 juillet dès midi au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à 14h en la chapelle du complexe. Au CHUM de Montréal, le 28 avril, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Roger Dolbec, époux de feu Claire Pelletier, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Zénon. Passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, donc aujourd'hui c'est moi en ce jeudi qui va vous faire la météo. Donc aujourd'hui les prévisions sont un peu négatives mais ça risque de changer. Comme vous pouvez voir ce matin c'est très ensoleillé mais cet après-midi, alors là vous allez avoir une température de 26 degrés avec un ressenti de 33 avec des risques d'orage forts. Alors la température ce soir ça va être 21 degrés avec un ressenti de 24 et les risques d'orage vont continuer. Mais les risques vont diminuer d'une certaine manière. Là. Si ça a à péter, ça va péter après-midi. Cette nuit, une température de 17 degrés avec un ressenti de 17 et ça va être beaucoup de brouillard à l'extérieur. Donc faites attention si vous avez des voyages de nuit à faire. Demain matin, 19 degrés avec un ressenti de 20 et ça va être très ensoleillé, donc comme ce matin. Donc on va être très bien. Demain après-midi, par contre, encore possibilité d'orage avec une température de 25 degrés avec un ressenti de 31. Le taux d'humidité va être assez élevé, donc faites attention à ça. La qualité de l'air, c'est bon. Le niveau de UV, c'est bas. Et le niveau de pollen, c'est bas. Donc vraiment une journée idéale à ce niveau-là. Les mouches noires, c'est faible. Les maringouins, c'est modéré. Donc ce ne sera pas élevé pendant la semaine. Donc ça, c'est quand même bien. Mais pour les mouches à chevreuil, eh bien là, ça va être très élevé cette semaine. Donc faites attention à ce niveau-là. Mais on aurait approximativement un répit dimanche prochain et lundi prochain. Mais malheureusement, pour vendredi et samedi, ça va être très élevé. Donc c'était tout pour la météo. J'espère que vous avez apprécié. Nous serons de retour demain pour un prochain bulletin météo. Alors, c'était tout pour aujourd'hui pour votre bulletin de nouvelles. J'espère que vous avez apprécié. Et Célina, as-tu un mot de la fin à nous dire? Bien, pour moi, c'est la première fois que je faisais le journal. Ça fait une semaine, presque une semaine que je te regarde faire et que j'apprends et que je trouve ça tellement intéressant de faire le journal. Puis, j'espère que les informations que j'ai données ont été intéressantes et pertinentes pour vous. Je sais que c'est pas très facile, etc., mais j'espère que nous, on peut vous accompagner là-dedans, vous donner les informations que vous avez besoin et pour tout ça, merci beaucoup. Merci à vous. Passez une très belle soirée. On se retrouve demain pour un prochain bulletin de nouvelles. D'ici là, portez-vous bien. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui